Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon deuxième vlog consacré à mon expérience en tant qu'infirmière au Canada. Aujourd'hui dans ce vlog, je vais vous parler plus particulièrement de mon expérience en tant qu'infirmière parce que j'ai commencé le travail début juin. Moi, ça va plutôt bien dans l'ensemble. Je commence à me faire à la vie ici au Canada. Le premier mois a été vraiment compliqué parce que arriver dans un nouveau pays sans pas grand monde qu'on connaît, c'est vraiment compliqué. Il faut savoir qu'en France, je suis quelqu'un qui a une vie hyper active. Je sors tout le temps, je vois tout le temps du monde, j'ai tout le temps des interactions sociales, toujours des choses à faire. Et puis là, me retrouver du jour au lendemain dans un autre pays, sans plus personne à voir, sans plus personne avec qui discuter, c'était vraiment compliqué. D'autant plus que les 6 heures de décalage qu'on a avec la France, pour moi, c'est compliqué parce que ici, je travaille en poste de jour, c'est-à-dire que je travaille de 8 heures jusqu'à 16 heures. Mais quand je sors du travail, en France, il est déjà 22 heures, c'est l'heure à laquelle les gens en général vont se coucher, ou en tout cas, c'est très rare qu'on commence à discuter ou à appeler quelqu'un à 22 heures. Donc ça fait que le soir, en rentrant du travail, je me retrouvais bien seule. Donc c'était compliqué, mais là ça va, je commence vraiment à m'y faire. Au niveau de la colocation, oh là là, il y aurait tellement de choses à dire, mais ça s'est réglé. C'était compliqué le premier mois. J'étais tombée dans une colocation qui était hyper sale. Mais sale, genre, je sais pas si j'arriverai à vous mettre des photos là dans The Log. Mais franchement, juste pour que vous puissiez vous imaginer, la baignoire était noire. La cuisine était dans un état catastrophique. Elle était vraiment sale, genre inutilisable. La chambre que j'ai récupérée, elle était pleine de poussière, sale, avec des ongles partout là, des bouts d'ongles partout. Enfin bref, c'était vraiment dégueulasse. Je vous laisse imaginer l'état des toilettes, c'était vraiment sale. Il faut savoir que je suis dans une colocation de 3 personnes. Il y a une des filles qui est partie chez elle en Martinique, mais avec qui je m'entends super bien, genre vraiment ça se passe très bien. On, on fait de temps en temps des appels, on s'écrit, etc. Puis ouais, vraiment ça se passe bien. Par contre, l'autre fille avec qui j'étais, on s'entendait pas du tout. Elle était très spéciale, elle me parlait pas, elle nettoyait rien, elle jetait rien à la poubelle, elle laissait tout traîner, etc. Enfin, vraiment, c'était quelqu'un avec qui je m'entendais absolument pas. Donc, la cohabitation était un petit peu compliquée, puis elle invitait des gens à la maison, c'est-à-dire que je me levais le matin, il y avait des gens chez moi que je ne connaissais pas. Il y avait des gens qui venaient frapper à la porte quand j'étais seule, quand ma coloc n'était pas là, qui venaient frapper à la porte, mais genre à 2-3 heures du mat. Puis j'allais ouvrir, c'était des amis à elle, genre qui venaient dormir à l'appart alors que ma coloc n'était pas là. Enfin bref, il y avait vraiment genre rien qui allait avec avec cette colocataire, mais bon, en tout cas, elle est partie. Dieu merci. Donc, elle a été remplacée par une nouvelle colocataire. En fait, c'est une personne non binaire, mais avec qui je m'entends hyper bien, qui est hyper attentionnée, qui est vraiment, un peu décalée, mais que j'apprécie énormément, qui est propre, qui rend des services, et puis on s'entend genre sur plein de points. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai commencé à me faire des amis aussi ici à Montréal. Donc ça change la vie aussi, hein, d'avoir une vie sociale. Moi je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de contacts sociaux. Je suis quelqu'un qui a besoin de sortir, qui a besoin de discuter avec des gens, genre juste discuter, échanger, partager sur des sujets. Puis là le fait de me faire des amis, ça me fait vraiment du bien. C'est sûr qu'à Montréal, c'est compliqué, je trouve. Pour ma part, en tout cas, c'est compliqué de créer du lien parce que les Québécois vont être très gentils. Ils sont relativement chaleureux, relativement accueillants.
Mais le truc, c'est que ça va pas plus loin, ça reste très superficiel. Et je pense qu'il faut vraiment des années pour nouer des liens un peu plus solides avec des Québécois. J'ai trouvé une église aussi. Donc là, pour l'instant, je vais à MCI Canada. Faut savoir que moi, je suis chrétienne, que je suis engagée dans ma foi et que pour moi, c'était un point très très important de pouvoir trouver une église. Au niveau des sorties, Montréal, c'est une ville hyper dynamique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le temps quelque chose à faire, il y a tout le temps des événements, il y a toujours des choses à voir là sur Montréal. Donc ça c'est vraiment chouette, il n'y a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Là pour l'instant, au mois de juin, il y avait les Francopholies de Montréal. C'est un festival avec plein d'artistes qui durent, je crois, genre 10 jours, 10-15 jours. Et il y a plein de concerts gratuits à la Place des Arts et c'était vraiment trop chouette. J'ai pu voir des artistes que je voulais voir en France, mais pour lesquels j'avais pas eu de ticket parce que c'était sold out. Et puis là, j'ai pu les voir genre gratuitement, j'étais trop contente. Et puis, j'ai fait ma première randonnée au Québec. On était à Mont-Saint-Hilaire avec des amis. C'est à l'est de Montréal. C'était une rando vraiment hyper agréable. Il y avait vraiment une faune très, très importante. On a croisé plein d'animaux. Le paysage était hyper beau. Après, il faut savoir qu'ici, la plupart des sentiers sont payants parce qu'il y a des réserves naturelles et qu'en fait, on paye un droit d'entrée pour pouvoir entretenir les lieux. Je crois que j'ai payé genre un peu moins de 10 $. Mais après, ça vaut le coup parce que effectivement, il n'y a pas de déchets sur les sentiers. C'est bien entretenu. Il y a des petites passerelles en bois. Non, franchement, je pense que ça vaut le coup. Puis au final, c'est quand même pour la protection de la nature. Alors, les modalités pour venir travailler comme infirmière au Canada. Je vais essayer de vous expliquer les étapes dans l'ordre. Pour ceux qui sont intéressés. La France a conclu un accord avec le Québec pour faire reconnaître le diplôme infirmier au même niveau que ici au Québec le baccalauréat en sciences infirmières. Ce qui fait qu'il y a un arrangement de reconnaissance mutuelle, ARM, ça s'appelle. Et la première étape pour venir travailler au Canada, ça va être de faire reconnaître votre diplôme avec l'ARM. Il va falloir obtenir un permis d'exercice et pour obtenir ce permis d'exercice, il va falloir transmettre plusieurs documents. Le premier, c'est votre certificat de naissance. Ensuite, il va falloir fournir, si nécessaire, un certificat de mariage. Il faut également une attestation d'obtention du diplôme infirmier. Donc ça, c'est à demander auprès de l'IFSI dans lequel vous avez passé votre diplôme infirmier. Il y a ensuite une attestation d'enregistrement à l'ordre des infirmiers à fournir. Puis il va falloir faire remplir une attestation d'expérience professionnelle par votre employeur. En fait, il faut prouver que vous avez travaillé au minimum 500 heures sur les 4 dernières années. Il y a une trousse de documents à télécharger sur le site de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, l'OIIQ. C'est une trousse de documents, donc vous aurez tout dedans. Puis il faudra juste les faire compléter par les différents organismes. Il faut savoir que les frais de dossier, quand vous allez faire cette demande, s'élèvent à 799 $. Donc c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable juste pour faire reconnaître votre diplôme. Moi je trouvais ça un peu ouf. Par la suite, il va falloir que vous soyez embauché pour pouvoir exercer votre stage d'adaptation. Pour être embauché, il y a 2 façons. Soit vous allez vous inscrire sur Recrutement Santé Québec, RSQ, soit vous pouvez postuler directement auprès des hôpitaux. Il faudra ensuite faire votre demande de PRT, de permis restrictif temporaire. Alors cette demande-là, vous pouvez la faire qu'une fois arrivé sur le territoire canadien, parce qu'il vous faut une adresse pour faire cette demande. Sachant qu'il faut compter à peu près 10 jours ouvrables pour pouvoir avoir votre PRT qui est nécessaire pour pouvoir commencer votre stage. Donc il faut quand même prévoir d'arriver un petit peu à l'avance au Québec, genre pas la veille du début de votre stage parce que là c'est mort, ça fonctionnera pas. Et en même temps que la demande de PRT, il faudra aussi vous inscrire à l'ordre
des infirmiers du Québec, donc l'OIQ. Sachant que l'inscription annuelle ici pour l'année 2024-2025, ça s'élève à 425 $. Donc nous en France, on est plutôt bien lotis parce qu'on paye une somme bien inférieure à ce qu'ils payent ici au Québec. Le stage ensuite d'adaptation, comment ça se déroule? En gros, ça se déroule en 75 jours au total. Vous allez faire à peu près 5 jours, 5 à 10 jours d'orientation théorique, c'est-à-dire que vous aurez des formations, soit en présentiel, soit en distanciel. Mais en tout cas, vous ne serez pas sur votre lieu de stage. Vous avez ensuite 35 jours de stage où vous allez être doublé. Vous serez en binôme avec un infirmier, une infirmière. Sachant que ici, vous êtes considérée comme infirmière. Oui, vous êtes en stage, mais vous êtes infirmière. Vous êtes responsable d'absolument tout ce que vous faites. Après, c'est bien parce que vous n'êtes pas traité comme quelqu'un qui ne connaît rien. Parce que moi, en tout cas, pour ma part, j'avais plus d'expérience en psychiatrie que la personne qui m'a doublée. Et que la plupart des personnes d'ailleurs avec lesquelles j'ai travaillé. Mais ouais, vous êtes vraiment considérée comme une professionnelle. Pendant votre stage, y a un conseiller qui vient vous voir toutes les semaines à peu près pour voir comment ça se passe, comment vous avez été accueillis, est-ce que vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et puis ça va même au-delà du stage, au-delà de votre profession, c'est vraiment est-ce que vous arrivez à vous adapter à la vie ici, puis ils vont vous donner des conseils aussi. Donc ça, je trouve que c'est un réel soutien. À la fin de ces 35 jours-là, vous avez une évaluation de mi-stage. En gros, il y a des critères auxquels il faut répondre. Les 35 derniers jours de stage, vous êtes en autonomie, vous travaillez comme une grande. C'est juste que vos collègues restent hyper à l'écoute, puis vous continuez à être suivi par le conseiller, la conseillère en soins infirmiers. Donc vous n'êtes pas totalement lâché dans la nature non plus. Et je trouve que c'est plutôt bien pensé. En tout cas, on vous permet de vous adapter petit à petit. J'effectue mon stage en service de psychiatrie. Il faut savoir qu'en France, je travaille déjà en psychiatrie, que la psychiatrie, genre, c'est ma passion. À la base, je voulais profiter de cette expérience ici au Canada pour aller dans le somatique. D'autant plus que ici, vous voyez qu'on est vraiment bien encadré. Je m'étais dit que faire un stage de 75 jours en étant hyper bien encadré en somatique, en physique, ça pourrait que bien se passer, puis que je ne serais pas hyper démunie. Mais les ressources humaines, quand j'ai postulé pour l'hôpital, m'ont conseillé de rester en psychiatrie parce que y a certaines personnes qui ne valident pas leur stage d'adaptation et c'est vraiment dommage parce que du coup ils ne peuvent pas exercer en tant qu'infirmière clinicienne. Donc je m'étais dit ok, on va miser sur quelque chose de sûr et puis je suis partie en psychiatrie. Je regrette pas au final parce que je pense que ça aurait été vraiment compliqué de commencer en somatique. Il faut savoir que moi, les soins physiques, j'ai genre pas tout oublié. Je pense que ça reviendrait vite, mais je suis vraiment pas à l'aise. J'aurais eu besoin d'une capacité d'adaptation supplémentaire si j'avais été dans le physique. Sachant que là, c'est vraiment très compliqué. En fait, on se rend pas compte. Moi, à la base, je m'étais dit... infirmière, c'est infirmière. Donner des traitements, c'est donner des traitements. Genre, c'est pas compliqué. Faire un entretien, enfin, surtout en psychiatrie, genre, faire un entretien, peu importe dans le pays dans lequel on est, au final, si, genre, on communique bien, qu'on parle tous les deux la même langue, ça doit pas être si compliqué que ça. Puis, je m'imaginais pas à quel point ça demandait une capacité d'adaptation importante. Parce qu'au final, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent dans les pratiques. Ça, je vous l'expliquerai un petit peu après. Mais ouais, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller faire votre stage dans un service avec des soins que vous gérez vraiment, parce que vous aurez déjà beaucoup de choses à apprendre au niveau des procédures, etc. Donc là, en gros, pour la suite de la vidéo, moi, je vais vous parler vraiment de mon expérience en psychiatrie. Mais même si vous souhaitez travailler dans le physique, restez quand même sur cette vidéo. Je pense qu'il y a des choses
que je vais partager qui seront bonnes à prendre, même pour le physique. Au niveau des quarts de travail, ici c'est différent de la France. En France, on a l'habitude de travailler sur des postes différents, enchaîner les postes de matin, les postes d'après-midi, les postes de nuit, les postes de jour, etc. Ça change tout le temps. Ici, les infirmiers restent toujours sur les mêmes quarts de travail. Ce qui change aussi par rapport à la France, c'est que ici, les patients sont répartis. Chaque infirmier a ses patients. C'est vraiment sectorisé, mais c'est pas sectorisé de la même manière dont on peut l'entendre en France. C'est sectorisé dans le sens où tous les jours, quand tu vas travailler, tu as les mêmes patients à prendre en charge. Moi, dans le service dans lequel je suis, c'est réparti à peu près par 5-6 patients par infirmière. Aussi, les patients ici en psychiatrie, ils sont répartis dans des services en fonction de leur pathologie. Moi, pour l'instant, je suis dans un service de maladies affectives, donc on va prendre en charge plutôt des patients souffrant de troubles bipolaires ou schizoaffectifs. Les patients en psychiatrie sont vraiment répartis en fonction de leur pathologie. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus d'argent ici au Québec pour le système de santé? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'en France, on serait vraiment incapable de répartir les patients en fonction de leur pathologie. Genre, ça ferait déjà une quantité de services impressionnante. Et puis ouais, on n'a clairement pas d'argent en France pour faire ça. En France, en psychiatrie, les patients, en général, ils sont mélangés. On va avoir plus tendance à répartir en fonction des modes de garde, s'ils sont en soins libres ou en soins sous contrainte. Mais pour le reste, que tu souffres de dépression ou de schizophrénie, bah, tu seras dans le même service. Qu'est-ce qu'il y a comme différence aussi par rapport à la France? Les modes de garde en psychiatrie sont différents. Donc en France, on va avoir effectivement soit les soins libres, soit les soins sous contrainte, soins pour péril imminent, soins à la demande d'un tiers, etc. Ici, ça va être, ils vont être soit volontaires, ce qui est à peu près semblable aux soins libres, c'est-à-dire que le patient est d'accord pour être hospitalisé, soit ils vont être en garde en établissement. Les gardes en établissement, elles sont décidées par le juge. Ici, c'est pas vraiment le psychiatre. Le psychiatre va expliquer pourquoi ça serait intéressant pour le patient de rester hospitalisé, mais au final, c'est le juge qui prend la décision. Les patients comparaissent au tribunal et c'est le juge qui décide si le patient il reste hospitalisé ou pas. C'est sûr que ça déresponsabilise pas mal les psychiatres. Après, j'ai pas assez d'expérience pour vous dire si le juge prend souvent la bonne décision ou pas. En tout cas, moi, ça m'interpelle quand même dans le sens où, bah oui, le juge, il connaît la loi, mais il n'a pas d'expérience en psychiatrie. Genre, pour moi, le juge, enfin, je vois mal le juge pouvoir décider si le patient doit avoir des soins ou pas. Pour moi, ça relève plutôt de la responsabilité d'un médecin, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Les patients aussi peuvent être jugés, devoir être gardés en établissement, donc ils vont devoir être hospitalisés, mais s'il n'y a pas d'ordonnance de traitement qui suit, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'obligation de soins qui suit, ben les patients ils auront juste l'obligation de rester à l'hôpital. Parfois ça peut être pour des périodes très courtes, hein, genre 4 à 8 jours, parfois ça peut être genre pour 1-2 mois. Ça c'est le juge qui décide aussi, mais s'il n'accompagne pas sa décision d'une ordonnance de soins, et ben le patient il a le droit de refuser le traitement, puis il ressort au bout d'un mois comme il est rentré en fait. Il n'aura pas été traité. Ça c'est vraiment la grosse différence, c'est que en France, si le patient est jugé inapte à pouvoir prendre une décision pour lui-même, s'il est jugé inconscient de ses troubles, ben on va le faire admettre à l'hôpital contre son gré, mais automatiquement, comme il n'est pas conscient de ses troubles, ben il ne peut pas prendre la décision d'accepter ou non un traitement, et dans ce cas, ben, l'hospitalisation s'accompagne forcément de la mise d'un traitement en place. Ici, non. Ici, bah, ils vont simplement être gardés à l'hôpital, mais il n'y aura pas forcément de traitement qui va s'accompagner. Ce qui diffère aussi par rapport à la France, et ça m'a vraiment fait sourire, c'est les patients qui bénéficient d'un service privé. En fait, ici,
s'il y a un risque, s'il y a la nécessité que le patient soit accompagné 24 heures sur 24 par quelqu'un, il va être accompagné 24 heures sur 24 par quelqu'un. Ça, je trouve ça vraiment un luxe. Je veux dire, c'est comme si en France, on mettait une personne 24 heures sur 24 sur une chaise devant la chambre du patient pour le surveiller, pour s'occuper de lui. J'ai oublié de vous expliquer aussi, moi dans le service dans lequel je travaille, il y a des infirmières et puis il y a des AIMP, c'est à peu près les aides-soignants ici. Je dis à peu près parce qu'ils ne sont pas censés genre, prendre les signes vitaux, etc. Ce qui m'a interpellée aussi par rapport à la France, je trouve, c'est qu'on inclut ici vraiment la famille et les amis, enfin l'entourage dans la prise en charge. C'est vrai qu'en France, on a moins tendance à inclure les proches dans la prise en charge. Alors qu'ici, la plupart du temps, quand le médecin rencontre le patient, il va le rencontrer avec sa famille. Je trouve ça vraiment bien parce que je remarque que même l'alliance thérapeutique est différente quand on inclut les proches. Les patients, souvent, ils se sentent un peu moins méfiants envers les professionnels. Ils ont vraiment confiance parce que ils savent qu'ils ne sont pas seuls face aux professionnels. On inclut vraiment tout son mode de vie dans la prise en charge. Puis même si le patient, par exemple, refuse refuse par exemple les rencontres familiales, refuse d'être rencontré avec ses proches, le médecin souvent il va quand même inclure le proche dans la prise en charge, mais plutôt que de faire des rencontres conjointes avec le patient puis sa famille, il va rencontrer juste la famille, il va donner aucune information, mais il va poser un tas de questions à la famille pour savoir vraiment comment est le proche dans son milieu de vie ordinaire. Et ça, je trouve très intéressant et très enrichissant dans la prise en charge. Je trouve que ici, les infirmières sont aussi vraiment considérées. On considère vraiment leur rôle de professionnel de la santé. Elles ne sont pas simplement genre les petites mains du médecin, mais elles ont vraiment un rôle de clinicienne qui est pris en compte. Elles ont un rôle d'observation, d'évaluation du patient qui ne sera jamais remis en cause. Le médecin va vraiment faire confiance à l'infirmière et ça valorise quand même l'infirmière dans son rôle. Ça la valorise dans ses compétences et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant ici au Québec. C'est vrai qu'en psychiatrie en France, moi j'avais pas forcément trop cette impression de ne pas être considérée par les médecins. J'ai la chance d'avoir pu exercer dans des services où les médecins vont vraiment demander aux infirmiers ce qu'ils en pensent, ils vont demander vraiment leur feedback. Mais je sais qu'en physique, souvent les infirmières ne sont pas considérées, elles sont juste là genre, pour appliquer les prescriptions du médecin, mais leur rôle d'observation et d'évaluation, il ne va pas être mis en valeur. Alors qu'ici au Québec, genre vraiment les médecins, ils vont vraiment se baser sur l'observation de l'infirmière parce qu'ils savent que l'infirmière, elle est avec le patient tout le quart de travail. Ce qu'il y a aussi ici au Québec, il faut savoir que rien n'est informatisé. Moi en tout cas dans l'hôpital dans lequel je travaille, rien n'est informatisé. Ils ont encore tous les dossiers en papier, toutes les notes infirmières, tout se fait en papier, tout, les prescriptions médicales, il n'y a vraiment rien du tout d'informatisé en dehors des prélèvements sanguins. Je trouve ça vraiment incroyable que dans un pays aussi développé qu'on ait encore tout en papier. C'est une perte de temps, mais tellement incroyable. C'est dommage parce qu'on perd en qualité relationnelle avec le patient, parce qu'on perd énormément de temps à tout écrire à la main. Actuellement, dans le service où je suis, les infirmières, pourtant on est en psychiatrie, les infirmières ne font aucune activité, ni occupationnelle, ni thérapeutique. Puis elles font très peu d'entretiens, ou en tout cas des entretiens très courts de 10 minutes, parce qu'elles perdent tellement de temps à tout écrire. C'est dingue. Genre ça, pour moi, c'est le plus gros écart qu'il y a entre la France et le Québec, c'est qu'ici, tout est manuscrit, quoi. Moi, j'hallucine encore.
j'hallucine encore que ce soit à ce point-là. Je viens de terminer le montage de la vidéo, puis j'ai remarqué que j'ai oublié de mentionner un point important dans les différences entre le Québec et la France. C'est que ici au Québec, les patients peuvent être passés en statut NSA, ça veut dire qu'ils ne bénéficient plus de soins actifs. À partir du moment où le médecin considère que la prise en charge médicale est terminée, que le patient est rétabli et qu'il va bien, mais qu'il ne peut pas sortir pour une raison sociale par exemple, l'hospitalisation lui est facturée et ça lui revient à peu près 900 $ par mois, ce qui est une somme quand même conséquente, mais c'est vraiment fait pour responsabiliser le patient, puis pour éviter les hospitalisations intempestives et qu'ils s'éternisent. Je vais vous expliquer un petit peu comment on tient le dossier papier à jour, qu'est-ce qu'on fait, comment se déroule un quart de travail. En gros, moi, j'ai le rapport, donc les transmissions, à 7h45 et ça dure à peu près jusqu'à 8h15, 8h30 en fonction des jours. Mais en fait, c'est pas genre toute l'équipe du poste d'avant qui rencontre toute l'équipe du poste d'après. Là, c'est genre l'assistant infirmier, c'est le chef ou la chef des infirmiers qui va voir en chaque fin de poste, qui va voir chaque infirmier, qui va noter tout ce qu'elle a à transmettre au quart d'après, au poste d'après, parce que c'est la seule qui va participer aux transmissions. Ensuite, on va checker les dossiers, voir s'il y a des nouvelles prescriptions papier. Faut vraiment essayer de bien tout checker parce que c'est sûr que quand c'est informatisé, on voit tout de suite s'il y a des choses qui ont été changées ou pas. Souvent, il y a des alertes, etc. Là, il n'y en a pas parce que c'est papier. Ce qui fait qu'il faut vraiment essayer de checker les prescriptions, d'aller checker les notes médicales aussi, voir s'il y a des choses qui ont changé, puis essayer de regarder s'il y a un intervenant qui est passé dans les quarts précédents, noter quelque chose. Il faut vraiment essayer de tout regarder. Ensuite, on va rencontrer les patients, on va prendre leurs signes vitaux s'ils sont d'accord, et on leur donne les traitements. Puis on va essayer de discuter pendant qu'on prend les paramètres vitaux, etc., discuter avec le patient. Ici, l'infirmière est vraiment responsable de la surveillance du patient, de surveiller que tout aille bien, qu'il n'y ait pas d'effet indésirable du traitement, etc. Puis de faire son évaluation clinique aussi. Tout se fait assez rapidement en fait. Faut vraiment essayer de se faire une idée précise de comment va le patient en max 10 minutes. Donc en 10 minutes, on va essayer de checker s'il y a des effets indésirables, on va essayer de checker si l'appétit et le sommeil sont bons, comment se comporte le patient, est-ce qu'il y a des hallucinations ou pas, est-ce qu'il y a des idées suicidaires, des choses particulières à surveiller là sur tout le quart de travail. On va essayer de se faire une idée la plus précise du patient. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans ma pratique. Je trouve que c'est vraiment ce qui va me faire évoluer aussi dans ma pratique. C'est sûr que quand j'ai fait en France des postes aux urgences, on doit aussi se faire une idée assez rapide de l'état clinique du patient. Mais là, le fait de le faire vraiment tous les jours, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Les traitements ici, ça change pas beaucoup de ceux qu'on donne en France. Il y a quand même certains traitements que j'ai absolument pas connus en France. La seule différence qu'il y a et qui est vraiment majeure, c'est qu'ici ils évitent de multiplier les molécules et ils évitent surtout de donner des benzodiazépines. Donc c'est quelque chose qui est hyper rare, les benzodiazépines. D'ailleurs, moi dans l'unité dans laquelle je travaille, on donne que du lorazépam en benzodiazépine et c'est rangé dans le coffre des stupéfiants. Disons que c'est le traitement que les médecins évitent de prescrire au maximum. La kétiapine, c'est donné si besoin, contre les angoisses, à la place des benzodiazépines qu'on aurait pu donner en France. Ils ont vraiment très peu de traitements. Dans l'ensemble, je dirais que ça se résume à maximum une dizaine de molécules, mais pas par patient. Je parle pour l'hôpital, lorazépam, la kétiapine, l'olanzapine, le rivotril, l'Atuda, du lithium. La clozapine, je trouve que c'est un traitement qu'on va donner beaucoup ici, contrairement à la France. En général, la clozapine, qui est un neuroleptique, c'est un traitement qu'on va donner en dernière intention, en général à des psychotiques qui ne vont pas répondre aux autres traitements.
ici, c'est quelque chose qui se donne hyper facilement. Il y a une surveillance accrue parce que souvent, c'est des traitements avec beaucoup d'effets indésirables. Mais ouais, je sais pas. Ici, ils vont pas tester forcément d'autres molécules avant. Ils vont donner ça genre en première intention. Et en injection retard, la seule que j'ai vue pour le moment, c'est l'Invega Sustena. Les médecins sont vraiment réticents à multiplier les molécules. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est bien. En France, on donne beaucoup de traitements, puis au final, on n'a pas forcément une meilleure efficacité, on n'a pas forcément de meilleurs résultats qu'ici. Ici, les somnifères sont très rares, quasiment jamais prescrits. En général, c'est plutôt la kétiapine 25 mg qu'on va donner le soir pour favoriser l'endormissement. Mais ouais, ça, je trouve que c'est vraiment une différence majeure par rapport à la manière de prendre en charge les patients. Une fois que j'ai donné les traitements, je vais aller faire mes notes, faxer à la pharmacie les nouvelles ordonnances parce que comme c'est pas informatisé, tout se fait à la main. C'est-à-dire qu'on va récupérer l'ordonnance papier faite par le médecin, puis on va l'envoyer à la pharmacie qui va devoir faire les changements, puis venir sur le service pour changer les piluliers parce que c'est la pharmacie qui prépare les piluliers des patients. En France, le médecin, quand il change une ordonnance, la pharmacie centrale de l'hôpital, elle le sait parce qu'elle le voit sur l'ordinateur. L'infirmière n'a rien besoin de faire. Elle n'a pas besoin de faire une action particulière pour prévenir à la pharmacie que le traitement a changé. Là, si. Là, il faut faxer l'ordonnance, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment du temps qui pourrait être mis au service du patient. Parce que là, moi, quand je vais commencer mes notes, le patient, je vais plus vraiment le revoir pour le reste de mon quart de travail. Je vais aller checker une fois par heure, au max 2 heures, comment va le patient, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est toujours vivant, est-ce que son comportement a changé, etc. Mais je vais plus vraiment avoir de lien avec lui en dehors de s'il y a un autre traitement administré. Mais sinon, je le verrai plus jusqu'à la fin de mon quart de travail. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que tout ce temps-là qu'on passe à écrire des notes, à faxer des choses, etc., ça pourrait vraiment être mis au profit du patient. C'est sûr que ça change la France. J'ai toujours tendance à comparer, mais oui. Je suis venue ici à la base pour comparer, je suis venue pour voir comment ça se passait ici, pour apprendre comment ça se passait ici, et puis essayer d'en tirer profit, essayer de voir qu'est-ce que je peux ramener comme idée pour améliorer ma pratique. Ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que ici, pour les patients qui sont dépressifs, on va mettre en place des plans de stimulation. Comme vous pouvez le voir, c'est des plans où on va établir dans quel endroit va être pris le repas. Est-ce qu'il va être pris plutôt en chambre ou en salle à manger, en salle commune avec d'autres patients. On va mettre aussi des périodes, on va établir en accord avec le patient des périodes pendant lesquelles le patient va devoir sortir de sa chambre et puis trouver une activité sur l'unité. Si le patient ne respecte pas ces périodes hors chambre, on va barrer sa porte, on va la fermer à clé pour vraiment l'obliger à trouver des activités en dehors de sa chambre, vraiment essayer de le stimuler au maximum. Puis on va mettre d'autres consignes en place. Par exemple, on va l'obliger à participer aux marches de groupe qui sont des sorties pluriquotidiennes accompagnées par des AIMP. Donc on va l'obliger à faire des sorties, des marches de groupe par exemple. On va l'obliger à sortir seul en permission pendant tant et tant de minutes ou tant et tant d'heures, etc. Et ça va être signé par l'infirmière mais aussi par le patient. Et je trouve ça vraiment bien parce que ça établit un cadre, puis c'est fait en accord avec le patient. On va vraiment lui expliquer pourquoi on met ça en place et ça permet de le stimuler plutôt qu'il reste au fond de son lit genre toute la journée. Au contraire, si on prend en charge un patient en phase hypomaniaque ou maniaque, on va mettre un plan d'hypostimulation en place. Donc ça se présente de la même façon, simplement on va l'obliger à avoir des périodes en chambre, on va l'obliger à cesser une activité, à essayer juste qu'il aille se coucher
qu'il aille se reposer dans sa chambre, qu'il arrête d'être stimulé par les autres patients, par la télé, par les autres activités, par son téléphone, etc. Donc c'est vraiment des plans d'hypostimulation et ça fonctionne plutôt bien. Je vous présente aussi la feuille des signes vitaux. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble vraiment aux feuilles qu'on pouvait retrouver dans le temps en France, quand on travaillait encore de manière manuscrite, où on faisait un graphique sur ces feuilles-là. C'est vraiment très semblable à ça. Donc c'est là-dessus qu'on va noter tous les paramètres vitaux qu'on va recueillir chez le patient. Je ne l'ai pas là, mais il y a une autre feuille aussi, quand les patients sont sous clozapine, où on va vraiment surveiller quotidiennement tous les effets secondaires. On va vraiment aller cocher s'il y a la présence de cet effet ou pas. Donc on va renseigner les signes vitaux, mais on va aussi renseigner si le patient présente un essoufflement, des douleurs thoraciques, s'il est constipé, s'il y a une sécheresse buccale ou si, au contraire s'il produit trop de salive, si le patient a présenté des nausées, des vomissements, etc. Enfin, on va vraiment aller checker tout ce qu'il faut vérifier quand un patient est sous clozapine. Je vous montre également la feuille avec l'échelle du Morse. L'échelle du Morse, c'est une échelle d'évaluation du risque de chute qu'on va remplir de manière hebdomadaire pour pouvoir ensuite, s'il y a des facteurs de risque, on va mettre ensuite en place des choses pour limiter ce risque de chute. Donc on va vraiment évaluer les facteurs de risque, puis si le patient a des comorbidités, des antécédents de chute, etc. Tous les jours, on va remplir la grille brossette de la violence. C'est une grille pour évaluer s'il y a un risque de violence ou pas chez un patient. Ça va être fait de manière pluriquotidienne. Donc on évalue si le patient est confus ou pas, s'il présente une irritabilité, de l'agitation, s'il a fait des menaces physiques, verbales ou attaqué des objets. Ça va nous donner un score sur 6 points et plus le résultat est proche de 6, plus évidemment il y a un gros risque de violence, sachant que quand le score est supérieur ou égal à 2, on va essayer de mettre en place des choses pour permettre une désescalade de la violence. Je vous présente aussi la grille d'évaluation de la personne à risque suicidaire. Alors ça ressemble beaucoup à ce qu'on a en France, le RUD, RUD, risque, urgence, danger. Là, ça s'appelle la grille GERIS, donc guide d'évaluation de la personne à risque suicidaire. On va évaluer si le patient a des idées suicidaires, quelle est la durée de ses idées, son intentionnalité, s'il y a une planification, si le patient a établi un scénario. Est-ce que le patient arrive ou pas à gérer ses idées? Est-ce que quand il discute, il y a vraiment une tension émotive? Est-ce que le patient réussit à accepter de l'aide ou est-ce qu'il a l'impression que personne ne peut l'aider? Est-ce qu'il y a une létalité dans son intention de passer à l'acte? Et quel est l'accès aux moyens qu'il veut utiliser pour passer à l'acte? Tout ça, ça va nous donner également un score, puis on va évaluer le niveau de risque global ensuite. Parlons maintenant du salaire, combien gagne une infirmière ici au Québec. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir travailler au Québec? Alors, moi on m'a repris mon ancienneté. La plupart des employeurs ici vont reprendre votre ancienneté. Jusqu'à il y a peu, ils considéraient aussi les années d'école dans votre ancienneté, ce qui vous est quand même 3 ans de plus. Ils ne les prennent plus en compte, malheureusement. Je gagne un salaire de 34, un peu plus de 34 $ de l'heure brut par 28 jours. Je suis à 3 700 $ net. Ici, on est payé aux 2 semaines. Alors ça, c'est hyper cool, vraiment, comparé à la France. Ici, en fait, moi, je suis payée un jeudi sur 2. En général, ce que font les gens ici, et qui est une très bonne manière pour gérer son budget, c'est de payer toutes les factures avec la première paye du mois. On sait que la première paye du mois va vraiment servir à payer toutes les factures, à faire les grosses courses du mois, à payer le loyer, etc.
Puis on sait que du coup, la deuxième paye du mois, ça sera un peu notre argent de poche pour se faire plaisir, pour épargner. Je trouve que c'est vraiment plus simple pour gérer son budget. Après, est-ce que le salaire que je gagne ici, c'est suffisant pour vivre? Je dirais non. Le niveau de vie ici est très élevé. Alors, même si ce que je gagne, c'est un peu plus élevé que ce que je gagne en France, ça va être à peu près à 2500 €. Mais clairement, le niveau de vie ici est hyper élevé. J'avais lu récemment une étude qui disait qu'en 2024, un Français qui vient habiter au Québec, il perd 20% de pouvoir d'achat. Genre 20%, c'est énorme. Parce que les loyers ici ont vraiment augmenté. Moi, je m'en sors plutôt bien parce que je vis en colocation. Donc le loyer est divisé par 3. Après, c'est sûr que ça reste un sacrifice. J'aurais préféré avoir un appartement rien qu'à moi. Mais ça permet de s'en sortir. Là, actuellement, en ayant checké pas mal les appartements avant de venir au Québec, sur Montréal, si tu veux un studio dans un condo, là, comme ça se fait beaucoup en ce moment, il faut compter pas loin de 1600, 1700 $ par mois. Clairement, moi qui gagne 3700 $ par mois, ben, je te laisse imaginer genre, le peu qui te reste à la fin du mois. D'autant plus que le prix des matières premières a augmenté, le prix, quand tu vas faire tes courses, tout a augmenté avec l'inflation. Ça a vraiment beaucoup plus augmenté qu'en France. C'est sûr que même le prix des transports en commun a augmenté. Là, quand je suis arrivée sur Montréal, je payais 97 $ pour le mois. Ce qui est aussi un tarif plus élevé que les abonnements en France pour un mois. Et puis là, ils ont augmenté, ils ont franchi la barre des 100 $. Je ne sais pas si ça va encore augmenter là dans les prochains mois, mais c'est sûr que ça reste un budget. Hein. Infirmière, ça rapporte pas. Ça rapporte pas suffisamment par rapport à toutes les dépenses de la vie quotidienne. Et je pense que c'est quelque chose que tu vas retrouver aussi dans d'autres métiers. Il y a pas mal de gens qui se plaignent, puis avec la crise du logement, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à se payer un logement décent. Il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans la rue. Là, actuellement, il y a une crise de l'itinérance, c'est comme ça qu'ils l'appellent, parce que il y a de plus en plus d'SDF. Les pauvres, c'est même pas qu'ils travaillent pas, c'est pas forcément qu'ils travaillent pas, c'est juste qu'ils ont plus les moyens pour se payer un logement décent. C'est des gens, il y a 5 ans, ils vivaient encore bien. Parce que faut te dire que le studio dont je te parlais avant, qui coûte là aujourd'hui entre 1600 et 1700 $, il y a 5 ans, le studio il coûtait 400 $. 400-500 $ quoi. Donc c'est des gens à l'époque, là il y a encore 5 ans, ils vivaient très bien, ils pouvaient se payer tout ce qu'ils voulaient. Puis aujourd'hui ils se retrouvent dans la rue parce que tout a augmenté d'un coup et ils n'arrivent pas à s'en sortir quoi. Donc c'est quand même la réalité des choses. Puis là comme on parle des inégalités, des problèmes sociaux, etc. aussi. Un des problèmes aussi qui se retrouve ici, un petit peu comme en France, c'est qu'il y a un manque cruel d'infirmiers. Les employeurs galèrent vraiment à recruter. Ce qui fait qu'ici, ils ont pris une décision assez radicale. Ils ont décidé d'imposer des temps supplémentaires. Donc on appelle ça des TSO, des temps supplémentaires obligatoires aux employés, aux infirmières. Je ne sais pas si c'est un système qui va pouvoir perdurer dans le temps parce que, en gros, les conditions de travail sont difficiles parce qu'il manque des infirmières. Donc, ils obligent les infirmières à rester travailler, c'est-à-dire qu'ils font des doubles postes. Ils se retrouvent à travailler 16 heures par jour parce qu'il manque du monde. Dans des conditions de travail qui sont vraiment difficiles. Mais en fait, je me dis, la conséquence de tout ça, ça va être quoi ? Ça va être que les gens vont juste partir, ils vont arrêter de travailler, ils vont arrêter de faire ce métier, ils vont se reconvertir ou bien ils vont partir dans le privé. Mais je pense vraiment pas que ce soit une solution pérenne. Je me dis les pauvres infirmières qui viennent travailler, qui travaillent dans des conditions difficiles, qui sont en manque d'effectifs, qui se retrouvent au lieu de prendre en charge 5 patients, ils vont se retrouver avec 7-8 patients, ce qui augmente vraiment considérablement la charge de travail. Elles vont devoir rester un poste encore supplémentaire parce qu'il manque du monde.
mais elles vont craquer, elles resteront pas, clairement. Puis moi, c'est un discours que j'entends beaucoup auprès de mes collègues. Personne n'a envie de rester travailler parce que les temps supplémentaires obligatoires, c'est pas la solution. Ça ne fait qu'épuiser les gens. Donc en France, on n'en est pas encore arrivé là. En général, je sais que dans les hôpitaux, il manque vraiment beaucoup de monde et où les employeurs n'arrivent pas à s'arranger avec les employés. On fait appel aux boîtes d'intérim parce que forcément, il faut une continuité des soins, donc il faut quand même du monde qui vienne travailler, c'est certain. Mais on n'en est pas encore arrivé à imposer à l'employé de rester un poste en plus. J'espère que ça n'arrivera jamais. J'espère que les Français comprendront que c'est clairement pas une solution. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui interroge, c'est quelque chose qui fait peur. Et moi, je me dis que plutôt que de juste se remettre en question et de chercher pourquoi il manque de main-d'œuvre, pourquoi il y a de moins en moins de gens qui veulent travailler dans le milieu de la santé, au lieu d'essayer de trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie des employés et faire en sorte qu'ils soient fidèles à leur entreprise, pourquoi on va leur imposer des choses comme ça? Enfin, moi, c'est quelque chose que je comprends pas, mais en tout cas, bon, je suis pas ici pour faire de la politique, mais c'est quand même une question que je voulais soulever. Pour résumer, il y a vraiment des choses bonnes à prendre ici au Québec, mais il y a quand même pas mal de choses à laisser, ou en tout cas à améliorer. Personnellement, je suis plutôt frustrée et déçue du métier d'infirmière ici au Québec. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, moi j'étais vraiment venue ici au Québec surtout pour le travail, pour pouvoir découvrir des choses. Comme je vous l'ai dit, moi la psychiatrie c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai toujours entendu dire que en psychiatrie au Québec ils sont vraiment en avance par rapport à nous. Finalement, ils n'ont pas 10 ans d'avance sur nous. Ils sont en avance, oui, dans la recherche en sciences infirmières, ça c'est sûr. Ils sont en avance sur nous en psychologie, mais pas en psychiatrie. Je pense que dans la pratique, ils ne sont pas en avance. En théorie, oui. Sur la théorie, ils connaissent plein de choses. Ils sont vraiment en avance. Puis quand on lit des articles scientifiques, ils sont vraiment en avance. C'est eux qui sortent les dernières études. Ils découvrent vraiment plein de choses. Mais en pratique, sur le terrain, je vous assure que non. Et moi, ça me frustre vraiment parce qu'au final, je me dis, ouais, je vais m'améliorer dans mon évaluation du patient. Je vais vraiment acquérir des automatismes par rapport à ça. Puis les infirmières ici, elles ont un champ de compétences qui est un peu différent par rapport en France. Elles font plus de choses. Elles vont faire des auscultations abdominales, pulmonaires, vraiment des choses qui sont en France réservées à la pratique médicale. Donc ça va être bon à prendre. Puis là, j'ai déjà appris à lire un ECG par exemple. Des choses que les infirmières ne font pas en France. Mais en dehors de ça, ça me frustre vraiment. Est-ce que j'avais idéalisé du coup la pratique infirmière ici au Québec? Oui, sans doute. C'est sûr que si j'étais amenée à rester sur le territoire canadien, je ne ferais pas infirmière. C'est vraiment pas un métier qui me fait rêver ici. En France, je peux pas dire que ce soit un métier qui me fasse rêver non plus dans les conditions actuelles de travail, mais ça reste un métier dans lequel je m'épanouis, alors qu'ici je m'épanouis pas du tout. Et c'est pas parce que je compare trop ou parce que c'est nouveau, c'est juste que c'est une pratique qui ne correspond pas à mes valeurs. C'est une pratique dans laquelle je perds en qualité de soins, en qualité relationnelle avec le patient. Et c'est quelque chose qui pour moi va à l'encontre de ma façon de concevoir le soin en psychiatrie. Malgré tout, ça reste une expérience enrichissante. C'est toujours très intéressant d'aller découvrir les manières de pratiquer une profession à l'étranger. Ce vlog s'arrête ici, je suis désolée si ça a été très long. J'espère que j'ai pu répondre à un maximum de vos questions sur le travail d'une infirmière ici au Québec. Je tiens à préciser que tout ce qui a été dit dans cette vidéo ne concerne que moi, que ma propre expérience.
En tout cas, si vraiment tu as encore d'autres questions, n'hésite pas à me les poser soit en message privé, soit à me mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.